Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Actu7, le magazine rétrospectif de l'actualité de la semaine sur votre chaîne panafricaine Label Radio et Télévision. Pour discuter des sujets retenus comme toujours, à ma droite, Georges Wenceslas Saboké qui est directeur à la rédaction centrale, directeur bien sûr chargé de l'information. Bonjour. Bonjour Aziz, et j'en profite pour saluer tous les Gambiens. J'espère qu'il y en a beaucoup qui nous suivent parce qu'aujourd'hui c'est la fête nationale de la Gambie. Certainement qu'ils nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Alex Oberio Momha, éditorialiste. Bonjour. Bonjour Aziz, I am saying the same thing to the Gambians, so happy National Day. Très bien, vous comprenez que nous sommes justement le jour où la Gambie célèbre l'anniversaire de son indépendance, un événement qu'on aura l'occasion de traiter lors de nos rendez-vous d'information. Et donc au menu de ce numéro d'Actu7, la double démission en Afrique du Sud de Jacob Zuma il y a quelques jours. On évoquera aussi ce coup de tonnerre au Gabon en économie avec la résiliation du contrat qui reliait l'État gabonais, qui liait l'État gabonais à la SEEG, la société d'eau et d'énergie du Gabon Veolia, un contrat qui a été rompu en raison de graves manquements. L'entreprise a été réquisitionnée par l'État et on finira bien entendu par évoquer cette tournée entre autres du président gabonais dans la sous-région d'Afrique centrale. Mais d'abord, le fait de la semaine sur la situation en Afrique du Sud. En l'espace de 24 heures, deux leaders africains ont renoncé au pouvoir suprême dans leurs pays respectifs. L'un en Afrique du Sud, Jacob Zuma, sorti par la petite fenêtre, et l'autre en Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, forfait par lui-même. Dans l'un et l'autre cas, une situation de crise politique et sociale sur fond de problèmes économiques. L'Afrique du Sud, 55 millions d'habitants, première puissance économique du continent, Jacob Zuma était à la tête du pays depuis 2009. Encerclé par les scandales toutes catégories, son parti, l'ANC, n'a eu d'autre choix que de le dégager par la force et la menace d'une exécution par humiliation. Il a même poussé le bouchon de la défiance jusqu'à donner une interview où le déni le disputait au mépris. Mais ce qui était irréversible et inéluctable est arrivé. Il a dû, malgré lui, sauter par la fenêtre pour laisser Cyril Ramaphosa entrer par la grande porte et installer le pays arc-en-ciel dans une nouvelle ère. Dans son discours de prestation de serment, comme dans celui sur l'état de la nation, le nouvel homme fort sud-africain promet une nouvelle Afrique du Sud, un nouveau départ pour ses concitoyens. Autre lieu, autre sortie prématurée, c'est en Éthiopie, un grand pays africain, 102 millions d'habitants, deuxième puissance démographique du continent, siège de l'Union africaine. Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre depuis 2012, a subitement jeté l'éponge sans que personne ne lui demande. Dans sa lettre de démission, il dit avoir décidé de quitter le devant de la scène pour favoriser le rétablissement de la paix durable entre ses concitoyens et la promotion de la démocratie. À travers ces deux changements opérés à la tête des pays poids lourds du continent, se pose la question de la responsabilité des dirigeants et du fonctionnement des institutions. Vous partirez où on vous fera partir, à temps ou à contre-temps, si les comptes ne sont pas bons. Laissons attirer par tous ceux qui aspirent à diriger la nouvelle Afrique qui se met progressivement en place. Voilà, on a évoqué à l'instant la double démission en Afrique du Sud et en Éthiopie. Messieurs, l'Afrique du Sud d'abord et finalement, Jacob Zuma a beau avoir la peau dure, mais il a bien fini par être atteint. Oui, c'est vrai, il devait partir, il est parti, obligé de partir. Même sa résistance des dernières minutes, des derniers moments, c'était pour tuer un temps inutile, mais il savait bien que les carottes étaient cuites. Donc maintenant, place au nouvel homme fort, place à la nouvelle Afrique du Sud, sous Ramaphosa. C'est à cela qu'on s'attelle à voir ce que le maçon sera, n'est-ce pas, au pied du mur
Afrique du Sud. Alors ceci montre tout simplement que des pays comme l'Afrique du Sud ont des institutions qui peuvent parler, qui peuvent fonctionner valablement. L'institution ANC en tant que parti politique a montré sa solidité, a montré que ces règles doivent être respectées. L'institution sud-africaine en tant qu'État, tout était fait, tout était dans les procédures. Le Parlement était sur le point d'agir et si jamais Jacob Zuma ne s'exécutait pas, il a dû s'exécuter et puis maintenant, tout à fait normalement, le nouveau président a prêté serment, n'est-ce pas, au sein du Parlement devant la Cour constitutionnelle de son pays. Et il a pris les rênes du pouvoir en Afrique du Sud. Mais plutôt que les institutions, Georges Aboké, est-ce que ce n'est pas l'ANC qui vient d'étaler là, en fait, sa toute puissance en Afrique du Sud? Oui, l'ANC reste un parti puissant en Afrique du Sud, mais en même temps, il faut dire que la démocratie commence aussi à l'intérieur du parti. C'est là que les choses se sont décidées. L'ANC est majoritaire au Parlement, donc propose celui qui va être le président de la République. Et donc, à l'intérieur du parti commence la démocratie. Et c'est là-bas que le sort de Jacob Zuma a été scellé. Parce que dès l'instant où le parti n'en voulait plus, le parti était fatigué de ses frasques, et bien, le parti a décidé de s'en débarrasser, surtout face à l'échéance de 2019. Donc, moi, ce que je retiens, c'est la force, c'est vrai, des institutions, mais aussi la force de la démocratie à l'intérieur d'un grand parti politique. Alex, mais il y a quand même que Jacob Zuma a été le mentor de Cyril Ramaphosa. Mentor en tant que tel, non. C'était son patron. Lui était vice-président, donc c'était son patron en tant que tel. En tant que vice-président, tu obéis au chef. Mais au niveau du militantisme, au niveau de la place de chacun au sein du parti, c'est chacun qui peut faire prévaloir des états de service. Alors, mais ici, une fois de plus, si l'institution est ANC, on aura pour dire, on peut déplorer quand même que la responsabilité, c'est ici la responsabilité des hommes d'État ou des hommes publics. Il faut dire que quand vous êtes un homme public, vous ne pouvez plus faire n'importe comment. Alors vous savez que vous êtes responsable devant des institutions, vous êtes comptable devant les institutions qui vous ont donné ce pouvoir, n'est-ce pas? Et vous devez leur rendre compte. Et quand ils vous disent qu'ils sont déçus par vos résultats et qu'ils vous donnent une injonction, vous pliez. Et ici, Jacob Zuma a été obligé. Il ne s'est pas plié volontairement. On lui a demandé de démissionner parce qu'il a violé un certain nombre de règles éthiques ou des principes au sein de l'ANC et même du pays. Alors il fallait qu'il débarrasse le plancher, il n'a pas voulu. Et là, ça relève d'une certaine responsabilité. Pour un homme d'État de cette envergure, c'est lui qui a eu un combat au temps de l'apartheid avec des états de service avérés, aurait quand même dû se comporter en homme responsable, pas simplement en quelqu'un pensant à ses propres intérêts. Le contraire, n'est-ce pas, de ce qui, dans une certaine mesure, de ce qui se passe en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, le Premier ministre a démissionné. C'est un Premier ministre, parce qu'en Éthiopie, c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui est patron de l'exécutif. Il est là pour assumer un certain nombre de responsabilités. Il se trouve qu'il voit qu'il ne parvient plus à être à la hauteur de ses responsabilités, soit parce qu'il est mis en minorité au sein de la coalition, soit parce qu'il ne donne pas les résultats attendus. Alors, il a décidé de jeter l'éponge. Là également, ça relève d'un autre type de responsabilité. Donc, chaque fois, je pense qu'on doit savoir qu'on est comptable devant des citoyens qui vous ont légué leur pouvoir, puisque une fois de plus, le pouvoir appartient au peuple. En Éthiopie, justement, on a glissé sur l'Éthiopie. Ça n'indique pas que la situation peut-être va en s'aggravant, puisqu'on sait que l'état d'urgence va durer 6 mois. 6 mois, bon, 6 mois, ça fait quand même beaucoup, mais est-ce qu'au bout des 6 mois, les problèmes seront réglés? Quand on regarde ce qu'il y a, ce que cet état d'urgence contient, eh bien,
à la limite, c'est pour interdire toute manifestation, faire en sorte que plus personne ne bouge, qu'il n'y ait plus rien comme activité politique. Et ça va être difficile à contenir dans la mesure où les manifestations ont commencé depuis longtemps. Et là, il y a cette odeur de rivalité ethnique qui joue. Et ceux qui pensent qu'ils sont majoritaires du point de vue quantité pensent qu'ils sont trop en minorité. Ils ne pensent même pas, ils sont. Dans l'exercice du pouvoir. Ils ne sont pas très représentés. Au niveau des instances politiques de décision, les populations les plus fortes en termes démographiques, que ce soit les Omoro ou les Amara, c'est pas les plus représentés au niveau des institutions de décision. C'est les Tigréens qui gèrent pratiquement le pays depuis presque toujours. Et à ce niveau, les gens revendiquent les réformes profondes afin qu'il y ait un bon partage de responsabilités de pouvoir. Et là, les choses se compliquent. Et comme disait Georges tout à l'heure, le fait de réinstaurer l'état d'urgence n'est pas pour favoriser beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on peut se poser à ce moment la question de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que lui, il a voulu, Haïlé Mariam a dit qu'il quitte la scène pour permettre, parce qu'il pense être la solution, son départ devrait être la solution. Or, il se trouve que ça risque de s'empirer encore parce que les libertés publiques vont être confisquées, ce qui risque de ne pas empêcher que les manifestations se déroulent. Et il y aura encore des emprisonnements quand on sait qu'en 2016, ça a fait presque 1000 morts, avec des milliers de personnes emprisonnées. Alors, situation on se souvient à suivre en Éthiopie. On se souvient que au début de l'année, le pays, en tout cas le pouvoir, avait décidé de libérer un certain nombre de prisonniers politiques. Bon, on sent que cela n'a pas suffi à éteindre le feu. Le Premier ministre s'est utilisé comme une sorte de fusible. On attend de voir ce que ça va donner. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans l'un des cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas de l'Éthiopie comme dans le cas de l'Afrique du Sud, le système qui est mis en place est tel que l'individu, il a beau être le Premier ministre ou le Président de la République, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et le système parlementaire fait en sorte que, il y a une page qu'on arrive à tourner. Alors qu'ailleurs, dans le système, dans le régime présidentiel, le président, il est tout puissant, il s'installe et tant qu'on n'est pas allé à une élection présidentielle, on reste en place. Il est en place, même si sa gestion est décriée. Mais ça veut simplement dire qu'il faut se donner véritablement des institutions pérennes qui survivent aux personnalités. Des institutions fortes. En réalité, la leçon qu'on devrait pouvoir tirer, peut-être faut-il demander ne pas dessiner les constitutions, les trucs sur la base de personnes, des systèmes. En tout cas, la situation en Éthiopie, nous allons continuer de la suivre. Alex Blériot Momha continuera de la suivre pour nous, puisque c'est un dossier brûlant. Et il y a en République démocratique du Congo, pour la suite, cette rencontre tripartite des pays de la région des Grands Lacs, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et l'Angola, pour ne citer que ceux-là, se sont réunis à Kinshasa. Et au menu de cette rencontre, il y a la crise politique en République démocratique du Congo. João Lourenço de l'Angola et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville autour de Joseph Kabila de la RD Congo. C'est la photo du jour à Kinshasa, à l'initiative du président du Congo-Brazzaville, en sa qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. C'est aussi le deuxième rendez-vous du genre après la rencontre de Brazzaville il y a 3 semaines. À l'ordre du jour, la situation à RD Congo. Cette rencontre tripartite pourrait ne pas être un long fleuve tranquille. Des sources introduites rapportent en effet que lors de leur dernière réunion, les présidents Sassou Nguesso et João Lourenço avaient été très fermes avec leurs homologues RD congolais. Ils avaient en effet exprimé des grandes inquiétudes concernant la situation politique dans ce pays voisin. La RDC est la mère de toutes les crises car ce qui s'y passe affecte toute la région des Grands Lacs, déclarait récemment Manuel Domingos Augusto, le ministre des Affaires étrangères angolais. Même tonalité du discours de l'autre côté du fleuve Congo, selon lequel, quand Kinshasa éternue, Brazzaville s'enrhume.
Pour les deux voisins immédiats de la RDC, il faut absolument que se tiennent des élections à RDC le 23 décembre 2018 comme prévu. Le comité laïque catholique, initiateur de marches violemment réprimées de décembre 2017 et de janvier 2018 et qui a planifié de nouvelles manifestations le 25 février prochain, exige que le président Kabila s'engage publiquement à ne pas se représenter à la présidentielle de décembre 2018. Ces deux mandats constitutionnels ayant expiré en décembre 2016. Cette demande politique est peut-être l'épicentre des entretiens entre les trois hommes. Mais quel regard portez-vous sur cette rencontre? Est-ce qu'elle va pouvoir finalement faire bouger les choses, au moins en République démocratique du Congo? Alors moi, je suis un peu étonné de regarder le contenu de ce sommet parce que les présidents en présence sont... en tout cas, sur les trois présidents en présence, il y en a deux qui ont de gros problèmes. Alors, je ne sais pas quel type de solution ils vont proposer à la RDC. Le président de la RDC, Kabila, il est en difficulté par lui-même, par sa volonté de ne pas accélérer les choses pour aller aux élections. Et puis, il y a aussi une grosse contestation au Congo. Alors, qu'est-ce que le président du Congo, par exemple, pourra dire au président comment dire ça, de la RDC? Bon, peut-être que les conseils viendront de celui de l'Angola. Au nom des relations de bon voisinage, peut-être? Oui, au nom des relations de bon voisinage, mais aussi, nous ne sommes plus dans le même schéma. Si je veux rebondir sur ce que vient de dire Georges, le Congo-Brazzaville, les élections, c'est derrière. Hein. L'élection présidentielle est passée depuis longtemps. Mais très contestée. D'accord, mais c'est derrière. Alors que pour la RD Congo, c'est devant. Alors, et donc, c'est même pas sûr. Oh, c'est justement ça. Et c'est ça l'objet, je pense, de cette tripartite, n'est-ce pas, pour faire en sorte que le calendrier tel qu'il est prévu en RDC puisse effectivement avoir lieu. Parce qu'il ne faut pas, au-delà de l'instabilité dans laquelle le pays a été obligé et empêtré depuis la fin du mandat normal de Kabila. Alors maintenant, le bail qui s'est donné lui-même et que finalement la communauté internationale a fini par accepter, on voudrait bien qu'à la fin de cette année 2018, qu'il y ait des élections générales et un nouveau président, bref, un nouveau régime. Alors, et c'est ça tous les enjeux, parce que tout ce qui se passe en ce moment, on dirait que le président Joseph Kabila a encore envie, malgré tout, de se représenter. Mais finalement, c'est pour ça que ses voisins, on dit, quand il y a le feu chez votre voisin, il faut penser à vous, parce que bien que en Angola... Et c'est un proverbe bantou. Ça peut toujours revenir là-bas, parce que c'est un grand voisin, vous savez. Les deux voisins sont en feu. Et c'est un proverbe bantou, lorsque l'éléphant est dans la plantation. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de dire que franchement, écoute, ne fais pas en sorte que ça brûle davantage. Ne serait-ce que pour ça, on dit vraiment engage-toi, et puis c'est déjà passé, tu as fait 2 ans plus, alors maintenant, il faut te barrer. Je pense que c'est ce message concret qu'ils ont dû répercuter au président Kabila, ce que tous les autres ont déjà dit. C'est ce qu'on le catholique, on voudrait qu'il s'engage publiquement, et ça atténuerait beaucoup de choses, ce qu'il ne veut toujours pas faire. Et certainement au nom de ce proverbe bantou qui dit que quand l'éléphant mange la plantation de votre voisin, attendez-vous bien à ce qu'elle déborde dans la vôtre un matin. Bon, j'espère qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont dire, qu'ils vont se donner des conseils important, intéressant, mais moi je reviens encore sur ce problème de la force des institutions. On a vu tout à l'heure en Éthiopie et en Afrique du Sud, eh bien quand ça ne va pas, vous dégagez, si je peux me permettre cette expression. Mais on voit là au niveau de la RDC que bon, c'est des institutions qui ne sont pas solides dans la mesure où un individu, il a fini son mandat, le président de la République a fini son mandat et il se maintient depuis décembre 2016, ce qui n'est pas du tout normal. Alors qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin à Kabila pour qu'il comprenne que son mandat est dépassé et qu'il doit se déterminer à organiser des élections? Bon, la question est posée, je me demande à quoi sert ce sommet. Est-ce qu'il prend des précautions pour se choisir un successeur? Encore qu'il peut revenir, comme c'est l'usage. encore qu'il peut revenir parce qu'il est encore jeune. Est-ce qu'il a besoin de... Je ne sais pas si... c'est lui qui sait. Franchement, je ne sais pas s'il s'est choisi un dauphin, comme tout le monde peut avoir un dauphin, mais on peut se poser la question pourquoi il se crispe sur le pouvoir d'État, alors que tout le monde
tout le monde à l'extérieur, comme une bonne partie de l'intérieur, lui demande tout simplement de ne plus se représenter et de le dire. Il s'est engagé, je pourrais dire, dans une sorte de huis clos, j'appelle ça huis clos, lors de l'Assemblée, lorsqu'ils ont signé l'accord de décembre 2016, n'est-ce pas? Alors donc, c'était une assemblée où tout le monde, bon, ils ont sont engagés, il a signé, mais il n'a pas respecté. Alors on voudrait que, bon, qu'il s'engage au moins maintenant encore publiquement, encore qu'il peut toujours s'engager publiquement, ne pas le faire, mais on dit qu'ils le disent. Alors qu'ils le disent. Mais qu'est-ce que ça changerait? Pardon? C'était l'engagement. S'il le disait. Oui, non, parce qu'au moins, quand il le dit devant tout le monde, comme il a pris le temps l'autre jour de le dire devant les caméras, n'est-ce pas, il aura du mal à se dédire en ce moment-là. Donc, vous pouvez encore me dire que, n'est-ce pas, il a signé l'accord de décembre 2016. Pourquoi il se maintient? Parce que c'est quand même sa signature. Bon, c'est une fois de plus. Et puis, il faut regarder aussi comment il a accédé au pouvoir. Institutions. C'est tout cela, c'est-à-dire, il y a un fond, c'est un problème de pratique de la démocratie. Voilà. Mais il faut éviter que l'Afrique centrale en particulier continue de s'embraser. Et c'est pour cela que ces homologues qui sont partis chez lui pour lui rappeler le respect du processus, faire en sorte qu'on aboutisse quand même en décembre dans un contexte de situation politique interne apaisée pour qu'il y ait élection, n'est-ce pas? Alors cet appel, c'est important. C'est vraiment important, quel que soit, c'est important parce qu'une fois de plus, quand un pays comme le Congo empêtré dans cette crise depuis longtemps déjà, on ne compte plus les morts. C'est un risque pour la sous-région. C'est toute la sous-région. C'est pour ça que ses voisins disent que ça risque de déborder. Maintenant, il faut regarder aussi qui en tire profit. Qui tire profit de cette situation de pagaille. Est-ce que cette pagaille-là, pour être complet sur la RDC, est-ce que cette pagaille-là n'est pas justement l'objet d'une opération de déstabilisation rondement menée par des puissances tapis dans l'ombre? Quand on pense aux minerais... Oui, des fois, plus ça ne va pas, et mieux ça va pour ceux qui exploitent. Non, mais là également, je pense que si on voit sur le plan d'ensemble, hein, si on creuse parfaitement, on n'est pas devant des boules de cristal, mais on pourrait voir que les foyers d'agitation, par-ci, par-là, un peu partout en ce moment, les mains obscures sur des intérêts particuliers, surtout des richesses, bon, déjà, il y a la Belgique. Mhm. La Belgique et les États-Unis qui ne sont pas d'accord avec Kabila, bon, on peut procéder par élimination. Et puis... Voilà. C'est un dossier à suivre de très près. Le continent africain, on le dit, on le répète, a besoin de se prendre en charge, a besoin d'avoir ses propres modèles pour se développer. A besoin d'avoir des institutions fortes. En économie, justement, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a décidé pas de se débarrasser, mais de ne plus faire avec le Fonds monétaire international pour financer son développement. Face au Parlement ghanéen, le président Nana Akufo-Addo a marqué sa détermination à assurer l'irréversibilité et le maintien de la stabilité macroéconomique de son pays, afin de ne plus avoir recours à nouveau à l'assistance du FMI, le Fonds monétaire international. Le président ghanéen maintient ainsi inchangée sa position à l'endroit du FMI de ne pas prolonger le programme économique et financier triennal au-delà d'avril 2018. Pour rappel, le programme économique et financier triennal, soutenu par une facilité élargie de crédit entre le FMI et le Ghana, a été approuvé le 3 avril 2015. Il s'élève à environ 918 millions de dollars et a été prolongé d'une année en août 2017. Avec ce programme, il faut aboutir à rétablir la durabilité de la dette et la stabilité macroéconomique dans le pays afin de favoriser le retour à une forte croissance et à la création d'emplois tout en protégeant les dépenses sociales. Ainsi, après une année 2016 au cours de laquelle la croissance du pays était de 3,5%, le niveau le plus bas depuis des décennies, le FMI table sur un retour à une croissance plus vigoureuse en raison notamment de l'augmentation de la production pétrolière, de la baisse de l'inflation et de la baisse des déséquilibres avec la bonne mise en œuvre des politiques par les autorités ghanéennes.
Nana Akufo-Addo estime que l'économie ghanéenne se porte désormais mieux sous sa gouvernance. Son vice-président, Mohamedou Baoumia, par ailleurs brillant économiste, aura su relever le défi avec son équipe de gestion économique. En effet, les réserves internationales ont augmenté, la stabilité relative du taux de change est maintenue et le ratio dette-PIB et taux d'accumulation de dette se réduit, sans omettre que la moitié des arriérés hérités a été payée et que les obligations à l'endroit des fonds statutaires sont à jour. Il y a aussi que les impôts ont été réduits et que l'inflation et les taux d'intérêt sont également en baisse. La croissance économique augmente, passant du taux alarmant de 3,5% en décembre 2016 à 7,9% dès 2017. Et tout porte à croire que ce sera encore mieux en 2018. L'exemple du Ghana, qui consiste à s'appuyer sur ses propres ressorts, devrait inspirer bien d'autres pays africains. Alors, Nana Akufo-Addo est passé de la parole à l'acte ou bien des paroles aux actes, parce qu'on se souvient que récemment à Dakar, lors de la rencontre du sommet sur le financement de l'éducation, il a été très clair et a peut-être gêné ses homologues africains et le président français. Par la suite, il décide de faire sans le Fonds monétaire international. Voilà, en 2 mois, Nana Akufo-Addo a montré qu'il était, on peut dire, la nouvelle conscience de l'Afrique. Il y a eu ce premier rendez-vous avec Macron, et Macron l'a subi une première fois, je crois que c'était le 30 novembre à Accra, après le sommet UE. Ensuite, Macron l'a subi une deuxième fois au sommet sur le financement de l'éducation au Sénégal à Dakar. Et puis, bon, voilà que maintenant, il est en train de mettre en pratique ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire compter sur soi-même. Il a rappelé que l'Afrique perdait 50 milliards de dollars dans des magouilles, dans la corruption, dans un certain nombre de pratiques illicites, et il dit que cet argent pouvait, par exemple, servir à financer l'éducation. Et quand l'Afrique va se prendre en charge, alors il ne sera plus question, il y aura des sommets certes, mais il ne sera plus question d'aller chercher des fonds, mais il sera plutôt question de regarder au niveau maintenant de la qualité de l'éducation. Et là, il est en train de montrer que le Ghana, ça va, il a payé une partie de la dette qui avait été mise en place bien avant lui. Et puis, voici que maintenant, il regarde tous les ressorts, tous les chiffres sont au vert. Et on dit même qu'en 2018, ça va être le pays qui va connaître le plus fort taux de croissance. Et donc, fort de tout ça, il dit, bon, on va compter maintenant sur nos réserves, sur nos ressources, et puis faire en sorte qu'on puisse avancer. Et je pense qu'il n'a pas tort, parce que depuis 60 ans, les pays africains sont sous perfusion avec l'aide au développement et aucun n'a atteint ce développement-là. L'aide au développement, c'est un mécanisme pour maintenir les Africains dans la pauvreté et la dépendance. Ce n'est pas une aide aussi gratuite que cela. D'abord, il faut se féliciter, pas seulement féliciter le président du Ghana, mais peut-être se féliciter. Mais je voudrais dire que pour que ce ne soit pas uniquement des effets d'annonce, n'est-ce pas, parce que ça fait quand même beaucoup d'annonces. Il le montre, mais encore, il faudrait que ça continue à être démontré. Alors, mais tout cela revient tout simplement à dire que quand on gère bien, même votre propre famille, même votre propre revenu, si vous gérez bien méthodiquement, en tenant compte de vos forces, vous savez que vous pouvez surmonter un certain nombre de problèmes. Donc, vous pouvez ne pas aller chez le voisin emprunter si vous avez très bien su gérer vos propres ressources. Maintenant, le grand problème en Afrique, c'est que nos ressources sont dilapidées, mal gérées, et c'est pour cela qu'on se retrouve dans une sorte on est embrigadé dans un endettement continu. On ne fait que s'endetter et des générations futures, l'avenir des générations futures est hypothéqué à cause de ces endettements qui n'en finissent pas. On vous donnera toujours, ils sont toujours prêts à vous donner, alors, mais sachant vous payez toujours au taux plus cher. Donc, si maintenant un pays comme le Ghana peut démontrer et dans sa gestion économique et commencer à éliminer un certain nombre d'éléments qui poussent à s'endetter, alors en ce moment on ne peut que s'en féliciter. Tout le monde devrait emprunter ce genre de voie. Ça veut dire qu'il faut véritablement
penser pays, penser intérêt collectif et non intérêt individuel. Parce qu'effectivement, la dilapidation, le vol par certains individus des ressources du pays à leur propre nom est tel que le pays... Il y a des pays où les hommes sont riches plus que le pays. On connaît des entreprises où les patrons sont riches plus que l'entreprise. C'est pas normal. Mais justement, il a été question de combattre, de renforcer les mesures contre la corruption et tout ça lors du dernier sommet de l'Union africaine. Justement, lui, le met bien en pratique parce qu'au niveau de la gestion des deniers publics, il fait preuve de la plus grande rigueur. Et puis, il n'a pas dit qu'il va se passer totalement des instances internationales, mais il met en application qu'on appelle ça, les réformes qu'on lui demande d'introduire. Par exemple, il a diversifié l'économie. Le Ghana est numéro 2 en matière de cacao, numéro 2 en matière d'or. Le pétrole est en train de monter. Et puis, il se vend pas mal en ce moment. Et il a décidé de faire en sorte que, je crois qu'il y a plus de 200 districts au Ghana, ce qui correspond à des régions ailleurs ou à des départements. Il a décidé de mettre dans chacun des districts une usine. Et donc, il a pris un certain nombre de décisions qu'il est en train de mettre en route. Et ça, c'est tout à son honneur. Et on commence à avoir peur aussi déjà, parce qu'il met en application tout ce que Sankara avait dit en 1986. Oui, mais moi, je voudrais dire que ce que le président Addo fait aujourd'hui, ce n'est pas des éléments de son régime, il faut le dire. Hein. Parce qu'il faut dire que ce départ, en réalité, il est en train de récolter là, des fruits qui partent de loin. Ça part de Rawlings. Ça part de Rawlings. C'est Rawlings qui a décidé que la corruption c'est fini dans ce pays. Vous savez qu'en ce moment-là, il y avait la corruption. Le Ghana était le pays le plus corrompu. L'exemple que l'on prend le plus souvent, c'est qu'ils étaient sous terre. Donc il a fallu que les gens commencent à remonter au niveau de la terre pour commencer à germer. Ça, c'est des choses qui datent depuis l'époque Rawlings. Nous autres, nous avons eu la chance d'être au Ghana à l'époque de Rawlings. Il est arrivé où même le simple vol à la tire, quand on vous prend, on ne sait plus où on vous a envoyé. C'est-à-dire pour dire que combien de fois toucher au bien de l'État. Donc, et c'est comme ça. Donc, maintenant, ça a eu le temps, n'est-ce pas, de s'ancrer dans les habitudes et de plus en plus, les mauvaises habitudes disparaissent et les bonnes s'installent. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas au claquement de doigts que le président actuel est en train d'obtenir ces résultats. Il faut être honnête pour dire qu'il récolte là le fruit d'un travail qui date. Et je voudrais pouvoir le dire. C'est très bien, c'est tout à son honneur. Il est en train de mettre en application tout cela. Le Ghana, justement, a pas mal de pétrole, mais il y a quand même, entre parenthèses, rapidement, quelque chose qui ne revient pas beaucoup. C'est que, quand bien même le secteur pétrolier soit en crise, il semble que le baril se vend mieux maintenant. Il est à un peu plus de 65 $. Et puis, il y a une production un peu plus forte qu'il y a quelques années. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un conflit entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il y a eu un jugement international qui a décidé. Et donc, le Ghana s'est retrouvé avec un gisement beaucoup plus important et donc une exploitation beaucoup plus forte. Et même si le pétrole se vend légèrement un peu mieux, mais quand même, il a pris le soin de diversifier, comme je dis, l'économie. Il ne compte pas seulement sur le pétrole. L'agriculture, par exemple, il y a un gros investissement. Même s'il se vend un peu mieux, ce n'est toujours pas assez? Pas assez encore. L'agriculture vivrière, par exemple, il est en train de la développer au point que, bon, c'est vraiment ce que les réformes du FMI demandent. Mais il a dit, le FMI, on va s'en passer, peut-être pas au niveau des idées, mais au niveau de l'argent, parce que l'argent, c'est pas gratuit, c'est des dettes qui alourdissent des fois l'élan du pays. Et donc, il a dit que le pays va tellement bien qu'il serait bon de penser maintenant à s'appuyer sur les ressorts locaux et puis continuer d'avancer. Non, quand on a des ressources qu'on gère, parce que le Ghana, il ne faut pas oublier, c'est également un des plus grands producteurs d'or, n'est-ce pas? Alors, numéro 2 en Afrique. Donc, il faut dire, alors le Ghana est un grand producteur de cacao en termes agricoles. Donc, c'est pour dire qu'il y a des éléments, des ressources, quand c'est bien exploité, quand c'est bien utilisé, on peut pouvoir commencer à atteindre à condition qu'on croit à son commun. Il y a quelque chose à craindre. Hein. Comme nos pays ne sont pas encore des pays industrialisés, ce qu'il faut craindre, c'est la chute des fois
ces matières premières. On l'a vu déjà avec le cacao, ces 2 dernières années, il y a eu une plongée qui a affecté les économies de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Mais la gestion voudrait également dire anticiper. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire des précautions qui font en sorte qu'en période néfaste, de crise, on sache toujours pour ne pas tomber, n'est-ce pas, parce que justement, si vous avez beaucoup en ce moment, vous absorbez tout, vous mangez parce que vous pensez que c'est beaucoup, vous oubliez que demain, ça risque d'être autre chose. Alors, il faut savoir penser au lendemain. Donc, c'est une question de gestion. Garder une part pour la soif. Il a dit quelque chose d'important. Hein. Il dit la croissance va entrer dans un cycle d'irréversibilité. C'est-à-dire, il n'est plus question de renverser les choses de façon négative. Il faut attendre de voir ça. Oui, mais là, il y a parfois humainement, ça peut tenir si ça tient de l'homme. Mais il n'y a pas que l'homme pour pouvoir influencer l'avenir des choses. Non, pour l'anticipation dans la gestion, les prévisions, il faut savoir le faire. Là également, il faut avoir une vue assez... En tout cas, moi, j'en suis heureux, j'en suis fier. Et l'Afrique est en train de fabriquer une... Peut-être en 2018, on va voir cette Dream Team de présidents. On a Kagame. Maintenant, on parle de plus en plus de Nana Akufo-Addo. Et il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter. Voilà, et ce sera tant mieux. Voilà, tant mieux pour le continent. Et il y a une autre grosse affaire, c'est la résiliation du contrat qu'il y ait Veolia au Gabon, en ce qui concerne la gestion de l'eau et de l'électricité dans le pays. Un contrat qui a duré plus de 20 ans, mais qui a été résilié. Voici le sujet qui y est consacré et on se retrouve derrière. Les populations gabonaises se plaignent de plus en plus des nombreuses coupures d'eau qu'elles subissent. Il y a tout juste quelques jours, certaines ont manifesté leur ras-le-bol devant la société en charge de ce service. Face à cette situation, jeudi dernier, le directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche-Alianga, a convoqué le ministre en charge de ce secteur, Patrick Eyogo-Etan, et le directeur général de la SEEG, Antoine Bou, dans ce qui ressemblait à une réunion de recadrage. Mais moins de 24 heures après, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a annoncé avoir mis fin à la convention de concession qui liait l'État gabonais à la SEEG, filiale du groupe français Veolia. Cette décision s'explique en partie, selon le communiqué officiel, par la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les efforts financiers consentis par l'État non suivis d'effets escomptés et les plaintes récurrentes des populations. Le ministre Patrick Eyogo-Etan a assuré dans ce même ordre d'idées que la SEEG et l'ensemble de ses employés gabonais ont été réquisitionnés par l'État avec effet immédiat. De son côté, le président des activités du groupe français, Patrick Fonladoza, dit respecter le choix souverain de l'État gabonais, tout en déplorant la brutalité de l'action. Depuis plusieurs années, de nombreuses populations gabonaises subissent les carences en eau et dans une moindre mesure en électricité dans le pays. Malgré la privatisation de cette société en 1997, les enquêtes ont montré que plusieurs ménages vivant dans les zones urbaines et périurbaines n'ont toujours pas accès aux précieux liquides. Alors que la SEEG, qui détient le monopole, a pour mission de produire, transformer, distribuer l'électricité et l'eau potable sur l'ensemble du territoire gabonais. Est-ce que cette affaire ne vient pas remettre sur la table le type de contrat qui était signé par la plupart des États africains en ce qui concerne la gestion de secteurs comme l'eau et l'électricité il y a quelques années? Pourtant, tout le monde savait que ces contrats-là étaient signés en gros désavantage des différents États. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que les sujets s'imbriquent les uns dans les autres. On est passé de l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie à la RDC pour voir que d'un côté, il y avait la force des institutions et de l'autre, la faiblesse. Tout à l'heure, on a vu avec le Ghana, Nana Akufo-Addo qui dit qu'il faut compter sur ses propres ressorts. Et là, je pense que c'est une application de ce qu'a dit, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, une application de ce qu'a dit Nana Akufo-Addo. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui ne va pas dans nos pays pour que nous ne puissions pas nous-mêmes gérer l'eau et l'électricité. La situation qu'on a au Gabon est la même au Cameroun, la même en Côte d'Ivoire, la même au Sénégal, et c'est presque partout la même Veolia. Derrière Veolia, il faut voir la Française des eaux, etc. Je me demande pourquoi nous ne pouvons pas gérer des secteurs aussi stratégiques que l'eau
et l'électricité. Surtout qu'en plus, au début des années 60, nos pays avaient montré, avec des sociétés nationales, qu'on pouvait gérer ces secteurs-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu les périodes de malversation, etc. Et puis, avec la période des ajustements structurels, paf, à un franc symbolique, on a vendu tout ça. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve avec des sociétés qui arrivent spécialement de la France pour gérer notre eau et notre électricité. Ça fait pas sérieux et ça pose le problème aussi des investissements pour pouvoir se développer. On ne peut pas regarder la situation de l'eau, par exemple, au Gabon, sans investissement, et puis se dire que par un coup de dé, les choses vont s'arranger. Les contrats qui avaient été signés il y a 20 ans définissaient un certain nombre de choses. Est-ce que cela était su? Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps? Moi, je suis en train de dire que je crois que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, ça fait partie vraiment des besoins de base pour la population. C'est-à-dire le citoyen lambda a au moins besoin de ce minimum. C'est-à-dire pouvoir avoir de l'eau potable, c'est la santé, pouvoir avoir accès à la lumière pour permettre aux enfants d'être élevés dans des conditions où ils peuvent même apprendre, ainsi de suite. Quand on investit dans ces secteurs et qu'on peut pourvoir à ces besoins de toute la population, je pense qu'on fait un grand pas en avant. Or, quand on regarde aujourd'hui, moi je suis bien curieux de connaître, au-delà de la rupture de contrat avec Veolia pour le Gabon, et je serais bien curieux de connaître la même chose pour les autres pays si c'est possible, c'est de mesurer depuis ou de montrer, si c'est possible de donner à la place publique, quels sont les bénéfices que les États ou les opérateurs, les concessionnaires ont pu engranger pendant tout ce temps par rapport à ce qu'ils ont investi dans le pays ou dans ces secteurs. On verra que les intérêts, les bénéfices sont exorbitants, récoltés, alors que la satisfaction est moindre. Aujourd'hui, c'est ce qui s'explique qu'aujourd'hui, on soit dans une situation où parfois même vous avez cette eau, mais qui n'est pas propre. Vous avez cette électricité qui n'est pas propre. Il y a de mauvais courants qui vous gâtent des appareils, qui vous gâtent des yeux, tout cela en matière même de qualité, parce qu'on peut parfois nous servir un mauvais, parce que nous n'avons pas des éléments pour mesurer le standard, pour normer ces éléments, et on les reçoit comme cela, alors qu'ailleurs, ça ne passerait pas. Pendant ce temps, on engrange les bénéfices et on les expatrie. Tout ça fait en sorte qu'à un certain moment, il faut s'arrêter. Le Gabon, avec la crise cette crise sur l'eau et l'électricité, je crois, les populations en un moment, elles ont protesté, le gouvernement a tapé la main sur la table, c'est une bonne chose. Mais une fois de plus, il faut savoir évaluer ce contrat. Quand on signe le contrat sur une génération, 25 ans, ce n'est pas après 25 ans qu'on doit mettre le contrat sur la table. C'est quand même une génération. Il y a des contrats qui sont de 25-30 ans. Mais il faut qu'à des moments déterminés tout au long du contrat, qu'on puisse arrêter qu'est-ce qu'on a pu faire. C'est comme ça qu'on essaie de rectifier au fur et à mesure. Mais on a donné des concessions aux gens, on a tourné le dos, et depuis, après, le mal. Justement, le ministre de tutelle, vous l'avez suivi, le ministre de tutelle? Oui, je pense que dans les contrats d'affermage signés entre les États et ces sociétés-là, eh bien, il y a quand même des clauses de résiliation. Je pense que c'est sur cela que le Gabon s'est appuyé pour résilier ce contrat. Je pense que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a 3 entités en présence, l'État gabonais, Veolia et puis la population gabonaise. La population gabonaise n'est pas satisfaite, l'État gabonais n'est pas satisfait, mais prenez, si on regarde les comptes de Veolia, eh bien là-bas il y a des bénéfices fous. Prenez quelques numéros en arrière de l'Union, le quotidien national gabonais, vous allez voir, les résultats sont régulièrement publiés. Les chiffres sont privé. Oui, c'est le quotidien national quand même. Les résultats de Veolia sont affichés et on voit que les bénéfices sont énormes. Mais de l'autre côté, ni l'État ni la population ne sont satisfaits. Donc il y avait quelque chose à faire. Il fallait donner un coup de pied. Il y a des conditions de résiliation. Sur le fait, je pense que et les partis savent exactement, il y a des conditions moi je ne parle pas de conditions de résiliation. D'abord, en tout cas, il y a une situation qui est posée, il y a une décision qui a été prise et c'est une bonne chose.
pour qu'il y ait satisfaction de la population après. Mais ce que je dis, on ne devait pas attendre aussi longtemps. Depuis, c'était pas Veolia et au Gabon, depuis combien de temps? Alors, donc, il ne faut pas attendre que la situation se gâte avant de réagir. C'est pour ça que les éléments, les ponctuations d'évaluation, tout au long du parcours du contrat, qu'on est tout au long du trajet des deux contractants, il faut pouvoir se dire qu'à telle étape, après 10 ans, après 5 ans, on essaie de voir. Ah oui, parce que les réalités changent. Et même ces opérateurs-là, on peut faire prévaloir. Des fois aussi, ceux qui signent ces contrats, ils disent que pour qu'ils puissent s'engager, pour qu'ils puissent investir, eh bien, il faut qu'on aille sur un terme qui ne soit pas aussi court que cela. Donc, quand on investit de grosses sommes, eh bien, on récupère les bénéfices sur le long terme. Ça n'empêche rien. Donc, ça n'empêche est-ce que ce ne sont pas les facteurs de la Côte d'Ivoire, les facteurs extérieurs? Récemment, il y a le métro d'Abidjan qui était signé. Je pense que le contrat court, je ne sais pas moi, pour combien d'années. Alors, donc, ce n'est pas ça le problème, parce qu'on ne peut pas investir des milliards pour 3 ans, pour 10 ans, non. Mais je dis que néanmoins, à partir de quel moment à quel moment on évalue pour savoir qu'on est sur la bonne voie? Il faut avoir ces moments-là. Maintenant, si c'est à cause d'une autre corruption ambiante, qu'on a laissé passer un certain nombre de choses pendant tout ce temps, là également, c'est notre faute. Bon, pour revenir à la situation du Gabon, il faut dire que maintenant, il faut que l'État gabonais se débrouille pour trouver 400 milliards de francs pour régler le problème, parce que une chose est d'avoir mis un terme au contrat. Une chose est de trouver les solutions. Maintenant, la solution ne vient pas sur un coup de dé. Il faut trouver 400 milliards pour faire des investissements et faire en sorte que l'eau arrive dans chacun des robinets des Gabonais. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et l'État s'est donné, je crois, 1 an pour remettre des choses en place, revoir les choses. Et j'espère que cela va donner de bons résultats et que cela va être une référence pour d'autres pays africains. Gageons que cette décision du gouvernement gabonais, qui a été saluée par de nombreuses personnes, soit justement une décision qui débouche sur les bénéfices pour les populations. En tout cas, le Gabonais, il attend de tourner son robinet. D'avoir de l'eau dans le robinet. Voilà. On va certainement conclure avec un sujet d'innovation. C'est un jeune Camerounais de 24 ans qui a une entreprise et puis qui a mis sur pied un drone qui peut voler jusqu'à 25 km, qui a une autonomie de 25 km. C'est un sujet de nos confrères de Canal 2, une chaîne camerounaise. C'est celle que nous appelons affectueusement Maman Android. Il est tout jovial. Le jour de triomphe pour une mission bien accomplie. William Elon, l'homme génie ici au pupitre. Aujourd'hui, il porte la paternité du tout premier drone made in Cameroun à 24 ans. Plus on veut que le drone aille loin, plus on est à la portée. Et là, on peut faire des vols sur de longues distances. L'appareil peut voler jusqu'à 20 km, 45 minutes d'autonomie en moyenne. Le coût divisé par 25, comparé au coût normal d'un drone importé. Au-delà de la question du coût d'acquisition, il y a aussi la question de la maintenance. C'est-à-dire, si vous faites appel à un fabricant de drones étranger, le problème, c'est qu'il faudra un jour, si vous avez une panne, faire appel à un prestataire. Pourtant, avec nos drones, ce problème est résolu parce que nos ingénieurs sont au Cameroun, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Donc, en un coup de fil, vous pouvez avoir un service après-vente. Pour cette aventure, il a embarqué avec lui quelques jeunes ingénieurs et informaticiens de la même génération pour compléter son profil de littéraire. Tous réunis pour la cause au sein de leur entreprise créée Will & Brothers. Will & Brothers, ils font la fierté du Cameroun parce que vous avez vu, ils ont osé, ils ont innové, ils ont créé. De leur laboratoire est également née cette aile volante, capable de porter des capteurs pour explorer de haut les grandes surfaces avec des objectifs précis. Comptez le nombre de plants d'une bananeraie par exemple. Dernier bébé, cet appareil piloté à distance qui permet de détecter les ressources naturelles du sous-sol, mines, pétrole, entre autres. Véritable audace de jeunesse.
Même les plus sceptiques saluent le génie en applaudissant. Mais c'est un génie qu'on salue, mais de fort belle manière, Georges Aboké. Absolument. Moi, j'ai pris plaisir à re-regarder ce sujet. Et bon, après avoir fini d'applaudir, j'ai dit et après? Et après? Qu'est-ce que l'État camerounais, ou bien qu'est-ce que nos États vont faire tout à l'heure encore? Mais justement, est-ce qu'il faut compter sur l'État justement pour développer ce type de... pour pérenniser ce type d'activité? C'est l'État qui trace toujours la voie. C'est l'État qui est le régulateur. C'est lui qui doit faire en sorte qu'on aille dans telle orientation plutôt que dans telle autre. Et donc, encore une fois, Nana Akufo-Addo, il dit qu'il faut tenir compte de nos ressources propres. Il faut s'appuyer sur nos valeurs. Et là, c'est sur nos valeurs humaines, nos valeurs, sur la valeur de... Il est dit partout que la jeunesse africaine, elle est solide, elle représente en quantité un poids énorme, mais également en qualité, il y a ce qu'il faut. Maintenant, il faut faire avancer les choses. Ce garçon-là, il faut que dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse le voir à la tête d'une grande entreprise en train de continuer de fabriquer des drones et autres choses. Alors, Georges a posé la question de « et après », moi je veux dire « et avant ». Et avant, ça veut dire que justement, c'est l'État. L'État, en ce sorte, c'est dans le système de formation, le système d'éducation, n'est-ce pas? Il faut réorienter véritablement nos systèmes d'éducation. Vers quoi on voudrait former nos enfants, être des gens qui peuvent être directement opérationnels, pouvoir inventer. Là également, ça pose justement le problème de cet État qui oriente, qui régule et qui essaie de donner les pistes pour que tout le monde s'engage. Le reste, c'est effectivement le suivi. Pour ne pas que ce soit des anecdotes, c'est pas assez inventé. Quand on a fini de faire ça, on a montré à la télévision, après le gars, il s'empêche là, il n'y a personne, même le secteur privé qui ne lui vient pas en aide, là également, il n'y a pas que l'État. Et après, il y a les opérateurs et quand il trouvera un marché à l'extérieur et qu'il sera parti, on va parler des fuites de cerveau. C'est maintenant qu'il faut prendre ce genre d'initiative en charge, déjà pour celui qui a inventé ça, et d'autres comme lui qui peuvent faire ce genre d'invention. Il y en a un peu partout en Afrique, mais ça doit vraiment permettre à l'État de penser véritablement aujourd'hui le nouveau jeune africain qu'on veut former. Notre système de formation basé sur nos connaissances, sur notre culture, sur notre environnement, et essayer d'orienter les jeunes vers les différentes filières qui fassent qu'on ait un homme global dans ce continent qui a besoin de tous ses bras pour émerger, pour ne pas toujours dépendre des autres. Justement, au niveau des orientations, on a certainement besoin de davantage de scientifiques. Le continent doit avoir un nombre important quand même de littéraires, de philosophes. Il y a un grand rendez-vous qui va avoir lieu, je crois, ce mois-ci au Rwanda, où comment je veux dire ça, des personnes comme ce garçon-là vont se retrouver, des Africains, des jeunes Africains, chacun spécialiste dans son domaine, en tout cas les grosses têtes, des génies en tout cas vont se retrouver et puis vont présenter leurs projets. Et je pense qu'il y aura ce qu'il faut pour les accompagner, c'est-à-dire les moyens financiers. Et ce rendez-vous-là, on va certainement en parler dans une de nos éditions. Ce rendez-vous a lieu au Rwanda et il faut faire en sorte que ces génies-là ne s'éteignent pas comme des bougies. Mais justement, on est dans un monde ouvert où il y a des opérateurs qui viennent de partout. Est-ce que là aussi, on n'est pas fragile, puisqu'en général, nos États n'ont pas des propositions immédiates qui fassent que ces jeunes-là se sentent en sécurité? Qu'est-ce qui les empêche d'en avoir? Oui, mais moi, il n'y a rien qui les empêche d'en avoir. Une fois de plus, on a des hommes d'affaires, on a des opérateurs, on a des gens qui ont des moyens. Hein? Il y a des gens qui ont plein d'argent planqués dans des banques. On a les Dangote, tout ça sur le continent. Et puis là également, ça amène le problème du panafricanisme ici. Ce n'est pas l'endroit et droit pour que certains Gabonais, il n'y a que le Gabonais qui peut financer. Comme il le dit, un des richissimes hommes africains, hommes d'affaires, peut venir partir de la Tanzanie et voir que cette idée qui a été développée, c'est pas moi, au Niger, je m'en vais promouvoir cet élément. Je voudrais rappeler qu'à un moment, on le faisait en sport, le président Obasanjo et d'autres,
dès qu'il y avait une équipe africaine qui avait de grandes performances, alors il y avait des primes qui venaient du Nigeria, alors que ce n'était pas du Nigeria. Donc je pense qu'il faut vraiment, au niveau de la mentalité, la développer de manière à promouvoir partout où il y a quelque chose d'africain qui émerge et qui peut faire parler l'Afrique de demain. Et les jeunes surtout, vont investir dans les jeunes, n'est-ce pas, pour qu'ils aient vraiment le moyen de relever. Et là, ça passe aussi par l'harmonisation d'un certain nombre de règles. Si vous partez de Tanzanie pour venir investir au Gabon... On a les Mo Ibrahim, on a les Dangote et tout ça. Pour venir investir au Gabon ou ailleurs, il faut bien que vous ayez un certain nombre de facilités. Que le climat des affaires soit des plus clairs et nets. Voilà. Donc un drone, évidemment, ça sert à faire beaucoup de choses. C'est aussi ça sert partout. C'est aussi un moyen d'appuyer, par exemple, l'agriculture que vous défendez. Absolument. Et moi, je continue de parler de cette Dream Team qui est en train de se mettre en place. Paul Kagame, Nana Akufo-Addo. De l'autre côté, justement, quand on parle d'agriculture, moi je vois le président de la... Voilà, et donc elle se met en place. Et les drones, ça permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de travaux, de faciliter beaucoup de travaux. Et je pense que ce garçon-là, il mérite tout de suite d'entrer dans une grande école. Il va en sortir rapidement et puis qu'on fasse en sorte. Et on a parlé d'un autre génie, toujours du Cameroun, le physicien. La semaine dernière, un physicien qui est à la NASA. Actuellement, oui, il est à la NASA. Et donc, à cette allure-là, je me demande... Il collabore à la NASA, mais il n'est pas encore intégré. Mais dans tous les cas. Ceux qui ont 30 ans, il va falloir qu'on les mette au placard, hein, parce que là, celui de la NASA, il a 25 ans, celui-ci, 24 ans. Ça veut dire que c'est très précoce désormais. Mais ça montre qu'il y a la jeunesse, il y a de la connaissance. La jeunesse il y a un frémissement. Ça bouge. De la jeunesse africaine qui tend à justement se développer et à se hisser au même niveau que la jeunesse des pays développés. Voilà, c'est sur ce sujet que... je pensais qu'on allait parler de la Saint-Valentin. On en parlera prochainement. Ah non, ce sera trop vieux. C'est sur ce sujet donc que nous mettons un terme à Actu 7, notre rendez-vous hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde, nous venons de le voir. Excellente suite de programme.